Depuis quelques mois, la République démocratique du Congo vit au rythme des affaires judiciaires. Nous assistons des fois avec surprise à des vagues d'interpellations, d'où cette question: est-ce une chasse aux sorcières où on nous annonce effectivement la fin du règne de l'impunité? Messieurs et dames, tentative de réponse dans cette 289e édition de votre magazine Débat 24. Bienvenue à tous et à toutes. Vous le savez, vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Avec moi sur ces plateaux, Monsieur Kitebi Jean-Claude. Il est le coordonnateur de la fondation PKM, c'est-à-dire Fondation Pierre Kangou Diambaye, un honorable député. Bienvenue, Jean-Claude Kitebi. Merci John, merci pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs qui vont devoir nous suivre déjà ce soir à travers cette émission. Et je ne pense pas qu'ils seront déçus à travers nos analyses et nos réflexions. Merci beaucoup. Heureux également de la présence de M. Antoine Roger Lokongo. Il est le chargé de communication du PRP. Le PRP, c'est le Parti de la Révolution populaire, créé depuis 1967 par Mzee Laurent Désiré Kabila. Oui, le 24 décembre. Légèrement après les impairs, hein? Oui, oui. Un autre mouvement populaire de la Révolution. Bienvenue. Merci beaucoup. Très satisfait d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Également honoré de la présence de Maître Rodrigue Ramazani, avocat, porte-parole du Parti en vol, comme nous le savons déjà. Le Parti en vol, c'est dirigé par l'honorable Délice Sanga. Bienvenue, Ramazani Rodrigue. Merci. Je pense que ce n'est pas la première fois que je me retrouve ici sur ces plateaux. Tout à fait. Cette occasion, je profite aussi pour saluer tous mes co-débatteurs ainsi que la population qui nous regarde à cet instant, dans l'espoir que les échanges que nous allons faire ici permettront à ce que la République puisse en bénéficier et que les choses marchent correctement. Enfin, les pédagogues de la nation. Il s'appelle Carlos Mopili. Bienvenue. Merci John. J'avais un peu soif, je voulais prendre de l'eau. Je crois que si les annonceurs étaient surés dans ce pays, ils pouvaient vous contacter, que les invités prennent de l'eau. Non, ils sont déjà là, ne vous en faites pas. Mais j'aimerais que vous gardiez la parole. Restons en Afrique. Carlos Mopili, en plein 21e siècle, alors qu'on croyait que c'était une page tournée, une page noire tournée en Afrique, on s'est réveillé un matin, un coup d'État au Mali. Carlos Mopili, à un moment, vous avez cru que c'était du cinéma. Quelles étaient vos toutes premières réactions? Non, ma première réaction, c'était d'observer la réaction de la communauté internationale, précisément la France, et aussi la CEDEAO, bon, l'Union africaine, je sais que c'est une organisation fantaisiste, parce qu'on voit toujours la pression lorsqu'il s'agit des autres pays. Ils interviennent au nom de la démocratie ou des droits de l'homme. Alors là aussi, nous avons vu que l'ordre constitutionnel a balayé, violé. Et pourtant, il y a eu élection au Mali. Hein? Un président civil élu démocratiquement et qui exerçait, dont son mandat était encore en cours. Alors, mais j'ai observé. J'ai un ami qui m'a appelé, avec qui on a fini, il était conseiller du président. Il me dit il a été estorqué par ces deux gardes du corps qui lui ont pris l'argent. Et beaucoup de choses ne se disent pas. Les magistrats, les journalistes, les communicateurs fidèles au président, aujourd'hui, ils sont victimes de chasse à l'homme au Mali. Donc, des leçons à tirer, c'est quoi? C'est que nous devons avoir des présidents en Afrique, pas seulement élus démocratiquement, mais qui ont l'état d'esprit de la démocratie, des présidents démocrates. Un démocrate, c'est celui qui croit que le pouvoir, mon pouvoir que j'ai, ça vient du peuple malien, ça vient
de mes compatriotes, pas de la France. Ce président-là, il a été reçu 2 fois. Il a reçu 2 fois l'ambassadeur français qui lui donnait des assurances. Donc le président Keïta, pour lui, son Dieu, c'était l'ambassadeur français. Alors qu'en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Et c'est le peuple qui vous donne le pouvoir. Et c'est le peuple qui peut sécuriser votre pouvoir. Parce qu'au-delà de tout, il y a l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme qui prône ce qu'on appelle l'autodétermination d'un peuple. Et c'est une brèche ouverte. C'est la conventionnalité, oui. Et cela est intégré dans plusieurs constitutions. Dans notre constitution, c'est l'article 64 alinéa 1, où on dit tout pouvoir qui exerce, non, tout individu, groupe d'individus qui exerce en violation de la Constitution. C'est-à-dire, lorsque déjà vous ne donnez pas du travail à votre peuple, l'article 43 de la Constitution est violé. Lorsque le peuple ne mange pas bien, ne se soigne pas bien, l'article 47 de la Constitution est violé. Lorsque le peuple manque le courant électrique, de l'eau, les logements décents n'existent pas, l'article 48 de la Constitution est violé. Lorsqu'il n'y a pas la distribution équitable des richesses nationales, il y a les uns qui ont des salaires 1000 fois qu'un bataillon. Lorsque le peuple n'a pas la possibilité de se choisir ses dirigeants. Non, j'arrive d'abord. Oui. L'article 58, que moi je considère article sacré, est violé. Parce que cet article impose l'État de distribuer équitablement les ressources du pays. Mais on va voir quelqu'un qui touche 6 000 $, il y a un médecin qui touche 500 $ au taux de l'État. Ça, c'est l'article 58 de la Constitution qui est violé. Donc, déjà, cette brèche de l'autodétermination est récupérable. Or, les soldats ils disent quoi? Nous sommes aussi des citoyens congolais. Nous appartenons aussi dans la population. Alors, ils ont fait. Mais la réaction interne, c'est ce qui protège ces coups de force, qui n'est pas un coup d'État, c'est un coup de force. Oui. Parce que la population a acclamé le mitin. Et là, même la CEDEAO se trouve dans... Comme la population a acclamé l'entrée des musées avec la... Évidemment. Donc ça devient déjà un pouvoir légitime. Mais là aussi, il y a un problème avec nos conseils constitutionnels et nos cours constitutionnels. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, vous faites les coups d'État ou les coups de force contre Donald Trump et vous allez appeler la Cour suprême de la justice pour prêter serment. Ça ne passera pas. C'est impensable. Mais au Congo comme en Afrique, lorsque les présidents veulent manipuler la justice, on en parle tout on en parle. C'est ce qui fait que lorsqu'on a des juges manipulés, ce sont des juges qui acceptent des serments. Le temps de prendre directement la réaction du PRP, on l'a dit, vous êtes arrivé en 97 avec Mouzé. Là, on réalise que l'Afrique n'a pas été totalement exorcisée de ces démons de rébellion, de ces démons des coups de force, de ces démons des coups d'État. Pensez-vous que la République démocratique du Congo est en tout cas à l'abri d'un tel scénario? La nôtre était une révolution populaire. Mobutu avait régné ici pendant 37 ans. 37. Non, 32. Je dis bien 37 et je m'explique. Ah, vous prenez depuis 60? Oui, parce que Mobutu a monté son premier coup d'État en 1960 et... Avec les commissaires généraux. En 1997, c'est lui et lui seul qui avait l'effectivité du pouvoir. Alors les peuples étaient fatigués et c'est pourquoi vous avez vu les peuples accueillir Mouzé Kabila. Mais même au Mali maintenant, vous évoquez la situation au Mali. Le peuple est dans la joie. Mais c'est pour quand? C'est la même question qu'on a posée. Mouzé Kabila est venu avec un programme de reconstruction nationale autonome, compter sur nos propres efforts. Est-ce que les puissances là qui soutiennent la démocratie, est-ce qu'ils ont soutenu Mouzé Kabila pour reconstruire le pays? Non. Attendons voir au Mali. Si les problèmes au nord, le terrorisme au nord, le chômage, l'insécurité, tout ça, si la junte qui vient de prendre le pouvoir
va pouvoir résoudre tous ces problèmes. Oui, mais c'est le Congo, tout justement. Pour combien de temps? Nous ne revenons pas sur... nous n'évaluons pas l'AFDEL, croyez-moi. Oui. Mais je vous ai posé une question que j'estime essentielle. Ouais. La RDC est-elle à l'abri d'un tel scénario, de ce qui s'est passé au Mali? Bon, il y a des gens qui disent Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Carlos l'a un tout petit peu abordé. Oui, il y a des marches violentes et puis On parle d'un troisième larron. Bon, un troisième larron n'est pas possible en RDC parce que le peuple congolais a fait encore confiance aux institutions ici des élections de 2018. Bien sûr, il y a des petits couacs par-ci par-là, mais vous voyez, les FCC et les CACH sont en train de se parler maintenant pour forger ensemble en avant, pour ne pas donner opportunité, évidemment, à un troisième larron. Mais je vous dis que dans notre pays, nous avons aussi une sorte de justice qui est dictée de l'extérieur. Il y a récemment des sénateurs américains qui se permettent d'adresser un message au président Félix Tshisekedi, dit qu'il doit tout faire pour mettre fin à la kleptocratie kabiliste. En tout cas, parlant de la justice, c'est notre principal thème. Voilà, c'est notre principal thème. La partie de l'extérieur. On revient sur ça. Et nous, Congolais, ne devons pas mordre à ça. Tout à fait. Voilà. Rodrigue Ramazani, coup d'État en Afrique, l'Afrique noire, mais on s'est dit que nous ne sommes plus aux années 60. Qu'est-ce qui se passe finalement? L'Afrique est maudite, appelez les coups de force ou tout ce que vous voulez, un putsch, mais c'est tout de même un pouvoir, des groupes de gens qui arrivent au pouvoir par la voie des armes, non par la voie des urnes. Comment vous allez expliquer ça? John, vous savez, j'aimerais introduire ça en disant ceci. Le gouvernement a été institué pour garantir certains droits inaliénables à la personne humaine. Et un gouvernement qui n'arrive plus à y répondre perd sa légitimité. Ceci est inscrit au mémorial de Thomas Jefferson à Washington. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui démontre à suffisance qu'au-delà du fait d'être élu, au-delà du fait d'être élu, au-delà du fait d'être légal ou légitime, une institution soit-elle, vous êtes institué pour amener les bonheurs de la population, répondre au bien-être de ce peuple. C'est votre principale mission. Une vision qui amènera ce peuple vers ce qu'il attend. Tant qu'un gouvernement est incapable d'y répondre, nous allons tomber dans ce que nous voyons aujourd'hui au Mali. C'est l'expression du désarroi de la population, c'est l'expression du... La population qui applaudit l'armée. La population, on a eu marre de ce gouvernement incapable de résoudre ce problème. Ce cas peut être ramené ici au Congo, à l'est du pays. La population en a marre de l'insécurité. Ils dorment, se réveillent, ils sont meurtris, c'est comme s'ils sont abandonnés. Par moments, j'écoute la société civile à l'est de mon pays qui se pose la question qu'à chaque fois il y a lecture du rapport du Conseil des ministres, le gouvernement ne parle même plus par moment de meurtres qu'il y a dans tel territoire, dans tel coin du pays. La population est abandonnée. La situation sociale aujourd'hui, n'en parlons pas. La situation sociale, elle est désastreuse. L'instabilité économique règne en maître aujourd'hui. Vous voyez la manière dont les choses sont en train d'avancer. La population africaine, parce que nous parlons ici du Mali, commence à avoir une conscience. Et alors aux politiques que nous sommes, parce que moi je suis politique, c'est à nous aujourd'hui d'avoir cette dose de responsabilité, de savoir qu'au-delà du fait de venir vers le peuple pour lui demander un mandat, nous avons une responsabilité derrière à répondre et à lui apporter le bonheur qu'il attend. Ce qui se passe au Mali, moi ça ne m'étonne pas. Si c'est là arrivé dans un autre pays d'Afrique où la population en a marre, notamment en Côte d'Ivoire, parce que c'est qu'Alassane Ouattara aussi a fait, en écoutant ce que la population ivoirienne est en train de dire, il en a aussi marre de Ouattara. Cela ne m'étonnera pas que cela puisse se caricaturer ici au Congo. Parce que notre peuple en a marre. Ici, c'est le temps de tirer la sonnette d'alarme, de dire à l'actuel pouvoir, à l'actuel régime, de se mettre ensemble,
de trouver des solutions pour donner à cette population le bonheur qu'il attend. Si nous ne voulons pas voir ce qui s'est passé au Mali, c'est faire ici. Le FCC les cache, ils doivent se calmer là. Le bilan, qu'il soit dans l'actif ou dans le passif, sera commun entre cette coalition qui s'est tissée de manière volontaire et indépendante. Ils ont le devoir de se mettre ensemble pour travailler pour l'intérêt de la population. Dans le cas contraire, la population congolaise, la population africaine vient de nous démontrer aujourd'hui que cette population n'est plus naïve. Cette population n'est plus naïve. Jean-Claude Kitébi, un président élu, on a parlé d'alternance, mais quelques années après, il est renversé comme ça par l'armée, je parlerai même dans une indifférence, et de la communauté nationale et de la communauté internationale. Pensez-vous que c'est une alerte pour toute l'Afrique? Merci beaucoup, John, pour la question et pour la parole. J'estime qu'il est toujours difficile de prendre la parole le dernier quand la substance de la matière a été pratiquement vidée par les co-débatteurs. Mais je voudrais ici ne pas faire l'histoire ou relire l'histoire du Mali. Nous sommes en train d'analyser ce qui s'est passé au Mali. Évidemment, dans le leitmotiv de votre question, vous voulez que nous fassions une sorte de parallélisme des formes avec la République. Sommes-nous à l'abri? Justement, c'est ça votre question fondamentale. Mais je voudrais rappeler à mes co-débatteurs qui ont parlé avant moi que le Mali, de plus en plus, se distingue comme le meilleur pays africain spécialisé dans les coups d'État. N'oubliez pas, Rodrigue vient de dire ici que voilà, les chefs d'État africains doivent prendre conscience. Nous sollicitons les mandats auprès de la population, laquelle population connaît tant de problèmes qu'il faudrait répondre. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais je veux devoir rappeler, dans le cas du Mali, il y a eu un président élu démocratiquement, qui s'appelait Amadou Toumani Touré. Lui-même avait pris le pouvoir en renversant Moussa Traoré à l'époque. Vous vous rappelez de ça? Il a fait ses 2 mandats et voilà, à 2 mois de l'organisation des élections générales dans le pays, il a été renversé par un certain capitaine Amadou Sanogo. Ok? Amadou prend le pouvoir, le modus operandi est le même, dissolution de toutes les institutions, suspension de la Constitution, mise en place d'une transition. Finalement, la classe politique s'est réunie et on désigne un certain Djokunda Traoré pour diriger le pays. Mais il a été tabassé dans son bureau par le capitaine. On organise les élections, finalement IBK est élu. C'est vrai, la population malienne a des problèmes sérieux. Carlos vient de le rappeler, le nord du Mali est pratiquement envahi par le terrorisme. Vous comprenez? Maintenant, les militaires qui viennent de prendre le pouvoir aujourd'hui, ils ont fait la même chose. Ils ont suspendu les institutions. Ils ont suspendu la Constitution. Ils sont en train de prendre des contacts pour mettre en place un gouvernement. Oui, c'est vrai, le peuple qui en avait marre avec le régime IBK ne peut qu'applaudir les coups d'État. Mais pour combien de temps? Le militaire va apporter quelle solution? Ils ne sont pas dans leur premier coup. Je ne disconfie pas, John. Oui. Vous avez raison. Maintenant, au fait, avec ce coup d'État, il y a un arrêt brusque du fonctionnement normal des institutions. Et du processus on doit démocratique. reprendre tout à zéro. Retour à la case départ. Il y aura une phase de transition, mise en place d'un gouvernement, on va intégrer tout le monde, et puis on va nous dire, voilà, on va organiser les élections dans 2 ans maximum. Ça, c'est le recul de la démocratie. Donc, je ne suis pas du tout d'accord, n'est-ce pas, avec cette manière de faire et de prendre le pouvoir. Le cas de la Côte d'Ivoire est encore éloquent pour être élucidé ici. C'est ici l'occasion pour moi de saluer la grandeur d'esprit d'un homme, le président honoraire de la République du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui a promis de respecter la Constitution. Il l'a fait. Il y a eu une passation pacifique et civilisée du pouvoir de notre pays. C'est une leçon
vis-à-vis des pays africains. Ce n'est que nous, Congolais, qui ne nous rendons pas compte de la portée politique de l'acte posé par ces deux hommes. Aujourd'hui, nous avons un président de la République élu par le peuple congolais. Nous avons un ancien président. Les deux vivent au pays. C'est vrai. Nous sommes en train de parler du cas du Mali. Et je ne vais pas faire, disons, de ramifications ou des raccordements frauduleux avec ce qui se passe par exemple en termes de turbulences entre le FCC et les CACH. Ils ont tout intérêt. Parce qu'on parle d'un troisième larron. Hein. Un instant, John. L'armée peut être un troisième larron. Non. Cette période-là est révolue. Surtout en RDC. En RDC, c'est révolu. Nous ne pouvons pas soutenir ce genre de comportement dans le chef des opérateurs politiques véreux, n'est-ce pas, qui n'ont pas une assise sur le plan politique, qui ne peuvent que soutenir les négociations pour, disons, se procurer un poste dans le gouvernement ou soutenir le coup d'État. Cette façon de voir les choses, sincèrement, c'est révolu dans notre pays. C'est vrai, au niveau de la coalition, il y a des turbulences, il y a des petits problèmes. Ils ont intérêt, comme Rodrigue l'a dit, de se mettre ensemble et de donner au peuple congolais ce dont il a besoin. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Imaginez-vous un président de la République comme Alassane Dramane Ouattara qui a été élu par le suffrage universel. Il dit voilà, je donne le pouvoir à la jeunesse. Et puis bon, quelques temps après, le premier ministre qui était son dauphin, cas de force majeure, il revient. Voilà, il revient. C'est comme si le défunt premier ministre était le seul jeune compétent de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas de sens. Il était irremplaçable. Ah voilà. Donc les leçons à tirer que voilà, nous avons intérêt à ce que la coalition au pouvoir prenne les choses au sérieux, n'est-ce pas, pour que nous évitions de tomber dans le piège, dans les démons de coup d'État. Carlos Mpili, je reviens à vous. Affaires judiciaires, vague d'interpellations, non seulement des acteurs politiques, mais aussi des acteurs économiques. Ces derniers mois, en tout cas en République démocratique du Congo, des fois des interpellations tapageuses qu'on retrouve déjà dans les réseaux sociaux. Vous êtes juriste, vous êtes avocat. Cette justice-là, est-ce à double vitesse? Une justice tapageuse, une justice règlement des comptes, ou c'est vraiment une justice à la hauteur des attentes des Congolais? Oui, John, ici je n'interviens pas comme avocat. Tout à fait, tout à fait. Comme défenseur des droits de l'homme et un citoyen congolais. Vous savez, depuis le procès des Cameroun, il y a un communiqué. Nous sommes organisés. Chez vous, vous pouvez commettre des bavures. Votre président national de l'UNPC va défendre un délinquant journaliste. Mais chez nous, nous sommes sanctionnés par les bâtonnets, par le Conseil de l'ordre. Donc j'interviens d'une manière comme un politique, pas comme politique, mais comme défenseur des droits de l'homme et comme scientifique. Tout à fait. Il est vrai que, je l'ai dit, et même dans les discours, les 3 discours du 30 juin, c'était le premier discours du roi Baudouin. Parmi les conseils et les recommandations, il a évoqué la question de la justice, que c'est la justice élève une nation. Il ne nous avait même pas conseillé qu'il faut passer à la démarche. Lumumba, dans son discours, il parle de justice, il va aller même loin de la justice sociale. Et là où il condamne Lumumba, dans son discours, qu'on n'enseigne pas à l'université par nos faux historiens, il condamne ce qu'on n'enseigne pas aujourd'hui dans des partis qui se disent lumumbistes. Dans le discours de Lumumba, il dit nous avons connu une justice qui était adoucissante pour les uns et cruelle pour les autres. Oui. Donc inhumaine et cruelle pour les autres, tout simplement parce que nous étions des nègres, des noirs. C'est que Lumumba dit ceci. Il condamne quoi? Cette sélection ou discrimination. Lorsqu'il s'agit d'un blanc, il avait droit à un avocat. Il avait droit au respect des droits à un traitement humain. Mais lorsqu'il s'agissait des nègres, il avait tout un régime autre. Mais Lumumba, il dit non, maintenant nous allons vivre la vraie justice. Il est mort. Nous ne sommes plus sous la colonisation. Le pays est géré maintenant entre ses propres fils, comme Lumumba nous appelait dans ses discours, mes frères. Il ne nous appelait même pas ses compatriotes, mes frères. Mais nous voyons
encore que depuis l'indépendance, la justice semble toujours garder la même culture. Lorsqu'il s'agit des camps qui exercent le pouvoir, il remplace l'homme blanc. Mais lorsqu'il s'agit de l'autre, il s'agit de l'homme noir. C'est qu'on n'avance pas. Autre chose, nous avons eu le malheur que Mobutu ne s'était pas trompé en nommant Étienne Tshisekedi procureur général de la République. Étienne Tshisekedi. Oui. Si Mobutu s'est trompé de les nommer, Tshisekedi Ouamoulou-Mbeta, qui est un procureur général de la République, il allait décerner un mandat d'amener contre Mobutu. Et là, ça pouvait rester dans l'histoire que un juge, un magistrat, il peut aussi arrêter un président de la République. La République des juges. Non, état de droit. Mais parce qu'il n'y en a pas eu depuis l'indépendance dans le corps de la magistrature des gens qui ont voulu revendiquer l'indépendance de la justice, les magistrats étaient des fidèles, des exécutants fidèles de la dictature, nous avons raté le départ. Ce qui fait que ça reste une culture que le magistrat, quoi qu'il est juriste, on lui donne tous les droits dans la Constitution, dans la loi organique. Et il dit non, non, ça ce ne sont pas mes droits. C'est comme à un pauvre qu'on lui donnait $1 million. Il dit non, 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 donne-moi seulement $100. C'est la situation que nous vivons dans notre pays. On ne pouvait plus souffrir. Regarde deux cas. Nous avons des juges Ouboulou et Kilomba qui se retrouvent victimes d'une ordonnance présidentielle. Mais au lieu de saisir les juridictions compétentes, et ils font le recours dans les réseaux sociaux. Il écrit au président. Et on retrouve la correspondance dans les réseaux sociaux. Évidemment. Mais je voulais aller dans quel sens? Pour moi, j'étais interpellé de comprendre que chez nous, les arrêts et même le jugement parfois ne sont pas nécessairement l'œuvre du juge. Parce que si ces juges, les deux juges, avaient confiance à la justice congolaise, ils allaient saisir la justice congolaise pour protéger... Carlos, tout à fait. Mais de quelle justice congolaise parlons-nous? Une justice tapageuse, une justice règlement des comptes, sélective? D'abord, oui, pour respecter même les justiciables, je me pose la question. Lorsque le magistrat veut décerner un mandat d'amener ou un mandat de comparution, même une simple invitation, oui, il donne aux APJ, aux agents de police judiciaire. Mais qu'est-ce que nous voyons maintenant? Je ne sais pas si c'est lui, si c'est l'APJ qui prend la photo. D'abord, c'est une ONG. C'est une ONG des droits de l'homme qui alerte déjà que tel sera arrêté par son tweet. Et si cette ONG parle, oui, c'est vrai. Et vous allez dans cette ONG, certains travaillent au service de sécurité. Déjà, il y a un problème. Un défenseur des droits de l'homme ne peut pas être un agent de renseignement. mais il peut travailler au ministère de la Justice. Oui, mais vous ne pouvez pas être... C'est pourquoi il y a des fuites. Agent de renseignement. Et vous ne pouvez pas travailler la nuit avec le magistrat pour ou contre tel. Ce n'est pas un travail d'une ONG ou des défenseurs des droits de l'homme. Et maintenant, nous avons salué l'arrivée ou bien l'avènement d'une justice. Parce que... Justice sous l'ère Tshisekedi. Sous l'ère Tshisekedi. Oui. Parce que nous disions que c'est ce qu'on peut attendre. Kabila a mis les structures, l'architecture institutionnelle, juridictionnelle en place. Et lui, il vient, c'était pour renforcer, pour donner la caution morale aux magistrats. Et nous lui avons même demandé, dans ses discours, dans ses interviews,
qu'il puisse seulement se prononcer comme Mouzé l'avait fait, Kabila. Que quiconque fera du mal, même de ma famille biologique ou politique, qu'il soit arrêté. Nous l'avons demandé. Merci Carlos. Et là, ça allait résoudre quel problème? Oui. Les problèmes que nous voyons aujourd'hui. Certains se plaignent, oui, parce que nous avons avec raison, que lorsque c'est un cas, on voit l'infraction flagrante. La célérité. La célérité. Le mandat circulé dans les réseaux sociaux. Et on voit les médias occupés le matin avec des journalistes. Les médias s'est déployés pour déjà condamner. Et cela, ça porte atteinte au droit à la présomption d'innocence. Alors que tout autour du chef de l'État aussi, il y a beaucoup de bruit des casseroles. Hein? Mais c'est ça. Mais là, on ne le dit pas assez. Mais nous avons l'exemple, par exemple, de la Covid. Mais il y a un clameur public dans la gestion de la Covid. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit un communiqué pour dire tout celui qui va parler, il sera arrêté pour imputation dommageable. Et lorsqu'on dit, si ces gens ils le disent... Et on envoie l'IGF mener des enquêtes. Oui, là ça va lentement. Ouais, le temps que les amis réagissent aussi, je prends les PRP. Les PRP, Roger Antoine Le Congo, cette série d'interpellations, cette vague même d'arrestations, parce qu'on assiste même à des arrestations, sonne le glas de l'impunité en RDC. Pouvez-vous soutenir une telle thèse? D'abord, permettez-moi de revenir sur ce que mon ami ici a évoqué, la démocratie, et puis aussi sur Joseph Kabila. Je crois que Joseph Kabila, c'est un héros vivant. Vous voyez aujourd'hui Museveni, il vient encore briguer un 4e mandat. On n'en parle pas. Sa constitution les permet. La constitution ougandaise. Je ne pense pas. Non, il y a un débat là-bas. Mais il y avait des pressions ici. Il n'est plus limité par l'âge. N'ose pas briguer un 3e mandat. N'ose pas. Kagame qui a brigué un 3e mandat avec le président d'un autre pays de l'Afrique australe, ils ont fait le tour de l'Europe. Ils ont fait la propagande. Pas de 3e mandat pour Kabila. Maintenant, Ouattara peut briguer un 3e mandat. Ça suit ici à côté. Mais finalement, pourquoi on a mis des pressions sur les massifs Kabila? Je vais répondre à cette question. Parce que c'est la RDC. C'est la RDC. Oui, je vais répondre à cette question. Deuxièmement, je crois que les Congolais ne comprennent pas ce que veut dire la démocratie. De quoi il s'agit-il? En Afrique, la démocratie signifie quoi? Que tu sois élu à 100% par le peuple, vous devez aller vous agenouiller aux États-Unis, en France, en Belgique, ailleurs, pour garantir les intérêts de ces puissances-là. Sinon, vous n'allez pas dire. Si vous êtes un opposant, par votre discours, vous devez indiquer qu'une fois au pouvoir, vous allez servir ces intérêts-là. Et c'est ce que nous avons toujours vécu dans ces pays. L'histoire. Qui dit justice dit état de droit, non? Mais notre histoire, John, ne favorise pas un état de droit dans ces pays. Comment ça? J'explique. C'est un pari impossible. Oui, absolument impossible. Il y a des choses. D'abord, non, qu'il soit à l'aise, qu'il soit à l'aise. Oui, que je sois à l'aise. Voilà. Notre sol et notre sous-sol et notre histoire ne favorisent pas un état de droit dans ces pays. Je commence par les richesses de notre sol et sous-sol. Vous savez, à partir des satellites maintenant, on voit tout ce qui se trouve sous notre sol. Et les grandes puissances peuvent se rencontrer autour d'une table comme ça, et ils peuvent dire, oh voilà, au Congo, il y a les diamants à Mbujimayi, il y a le cuivre à Yaouma, tout ça. Qui veut prendre le cuivre? Qui veut prendre les diamants? Ils voient ça, ils peuvent voir ça sur un écran. Donc les minéraux sont devenus numériques. Alors il faut imbéciliser les Congolais, c'est-à-dire
même s'ils voient à partir des satellites, les abrutis, ils ne vont pas creuser nos minéraux ni extraire notre pétrole à partir des satellites. Non, il faut imbéciliser les Congolais par des commissions juteuses, par la corruption, parce qu'ils savent que les Congolais ne peuvent pas résister devant les billets verts. Et deuxièmement, il faut chosifier les Congolais par la violence. Vous avez parlé de la situation de l'Est. C'est exactement ça. Mais monsieur le Congo, d'où une justice forte? C'est l'antidote à cette pratique. Oui, mais les fondements de notre État, John, vous oubliez, c'est basé sur l'injustice. C'est pourquoi nous partons. Il faudra maintenant mettre fin à cette injustice. C'est pas une fatalité. Les fondements de notre nation, c'est l'injustice. Léopold D a clamé haut et fort. Alors, maintenant, on fait quoi? On doit se résigner. Les carottes sont... Je dois quand même donner un petit background, si vous me permettez. Vous lui avez donné beaucoup de minutes. Léopold D clame haut et fort, j'apporte la civilisation, la lumière de l'évangile aux Noirs au cœur de l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il a apporté ici? Les fondements de cette civilisation, c'était quoi? Les mains coupées, c'était les travaux forcés, c'était les génocides, parce que les premiers génocides sur le sol africain a eu lieu au Congo, pas au Rwanda. Deuxièmement, vous avez parlé de Lumumba. Lumumba a été assassiné. La jeune République démocratique du Congo a été déstabilisée. Et depuis lors, c'est difficile de remettre le Congo sur les rails. Troisièmement, Mouzei Kabila vient, il veut redresser la situation. Vous avez une agression. Plus de 8 millions de Congolais massacrés. Pas même un simple tribunal, ne fût-ce qu'un tribunal de fortune. Pour réclamer, faire justice à ces victimes-là. Et les Congolais qui ont été utilisés là comme des hommes de paille sont devenus des ministres de quoi? Et vous me dites que l'autorité vient de Dieu? Si vous marchez sur les cadavres de vos compatriotes et vous devenez ministre, et vous me dites que l'autorité vient de Dieu. Moi, je suis docteur en politique internationale et stratégie. Je mérite d'être ministre que mon compatriote qui est allé violer, tuer ses compatriotes est devenu ministre. Mais tout à fait, il faut mettre fin à ça. Troisièmement, Joseph Kabila succède à son père. Il se tourne vers l'Occident. Mais l'Occident, frappé de plein fouet par la crise économique mondiale, n'a pas pu respecter les paroles qu'il a données, les promesses qu'ils ont faites au peuple congolais. Ils n'ont pas tenu leurs promesses. C'est pourquoi Joseph Kabila s'est tourné vers les Chinois. Il est devenu l'homme à abattre. Mais les questions sociales étaient tellement pressantes. Les pays étaient divisés. Il venait de réunifier les pays. Les chômages, tout ça. Comment est-ce qu'il pourrait résoudre ces problèmes sans l'aide extérieure? C'est pourquoi il s'est tourné vers la Chine. Quand il s'est tourné vers la Chine, il est devenu l'homme à battre. Je me souviens, Carrère de Griche, alors ministre des Affaires étrangères belge, est allé à Beijing. Mais il est allé là c'est bien pour tout dire, ce que vous dites, mais oui, si on peut revenir sur je reviens. la justice telle qu'elle est administrée aujourd'hui, c'est ça ma préoccupation. Donnez-moi, je reviens, je vais chuter. Il va dire aux Chinois, pourquoi vous devez permettre à Joseph Kabila de vendre le Congo de Léopold D au Chitok, un terme dérogatif pour les Chinois en Belgique. Vous n'avez pas le droit de venir au Congo de Léopold D. Un Belge au XXIe siècle qui va dire ça aux partenaires du Congo. Alors, John, nous avons ici les problèmes. Les problèmes. Pour résoudre ces problèmes, et je cite par là, les dirigeants, nos gouvernants doivent d'abord prêcher par l'exemple. Voilà. Si nous voulons vraiment une justice distributive, nos dirigeants doivent prêcher par l'exemple. Comme Mouzei Kabila, quand il est mort, il n'a pas laissé des milliards détournés, l'argent du peuple congolais dans des banques suisses. Donc, bref, la justice d'aujourd'hui ne vous rassure pas. Ni dans les banques offshore. Oui. La justice ne me rassure pas sur base de cette vision de Mouzei Kabila, car il dit
un président de la République, un gouverneur, un ministre, un PDG, c'est un fonctionnaire de l'État. Comment est-ce qu'un fonctionnaire de l'État peut-il devenir plus riche que l'État, son employeur? C'est impossible. Mais au Congo, c'est possible parce que c'est ça la conception du pouvoir. Alors, la justice, vraiment, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Les gens tirent la couverture de leur côté et ils appellent ça justice. Non. Les gens tirent les couvertures. La couverture de leur côté. C'est-à-dire? Et ils appellent ça justice. Pas règlement des comptes? Non. Oui. Oui, règlement des comptes, mais aussi, si ça va, pour vos intérêts, vous appelez ça justice. Par exemple, il y a les Congolais qui dénoncent la corruption. Mais quand son frère est ministre, et son frère est en train de détourner, il sait que lui aussi trempe dans cela. Il ne va pas condamner son frère qui est ministre. C'est ça, tirer la couverture de votre côté. Odi Ramazani, c'est vrai, vous êtes avocat, mais là, vous n'intervenez pas comme avocat, vous êtes un politique, porte-parole adjoint du parti en vol. Nous parlons de la justice version coalition. La façon dont elle est administrée, surtout ces dernières semaines, je dirais même ces derniers mois, vous inquiète ou vous êtes plutôt rassuré? Je crois qu'en parlant de ma profession, le confrère Carlos vous a très bien signalé ici Tout à fait. Le barreau nous a formellement interdit d'aller dans ce sens-là. Mais néanmoins, permettez-moi, avant de répondre à votre question sur la justice, de revenir sur deux choses que j'ai écoutées. Mon co-débatteur Kitebi qui dit que Kabila est un modèle. Je tiens ici à rappeler à mon co-débatteur que les élections... Congo a parlé même d'un héros vivant. Il a été encore plus fort. L'autre a parlé d'un héros vivant. Cela ne peut... Je comprends simplement, mais je tiens ici à rappeler à l'opinion qui nous regarde, parce que l'opinion ne doit pas se perdre, que les élections qu'on a eues en 2018, on devait l'avoir en 2016. Et on sait, ces élections de 2018, on l'a reçu à quel prix? Tous nous nous souvenons des événements du 19 septembre lors de la marche de carton jaune initiée par le fait Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Je tiens encore à rappeler ici que les élections de 2018, même le président de la République lui-même élu a reconnu qu'il y avait beaucoup d'irrégularités, donc c'était des élections chaotiques. Et d'ailleurs, il y a un de candidats qui continue à se battre pour la vérité des urnes. J'ai entendu encore ici, on dit qu'un fonctionnaire devient plus riche que l'État lui-même. Mais je tiens encore à rappeler à mon co-débatteur en face qu'aujourd'hui, Joseph Kabila est plus riche que quand il était arrivé au pouvoir. La preuve, elle est là, la preuve est très éloquente. Il suffit de faire un tour. Il suffit de faire un tour dans tout ce qu'il a comme bien aujourd'hui. Je me pose la question, il a travaillé pendant 18 ans. Est-ce qu'il est passé à la Cour constitutionnelle comme prévu pour déclarer son patrimoine, qu'on vérifie l'entrée et les sorties? Bon, bref, ce n'est pas le débat du jour, c'était juste un rappel pour ne pas faire perdre l'opinion qui nous regarde. L'histoire du Congo, on ne va pas la transformer, on ne va pas le changer. On ne va pas le changer. Kabila aujourd'hui est plus riche que le Congo, je le dis. On avance. Parlons maintenant justice. C'est vrai qu'aujourd'hui la justice est désacralisée. Ah bon? On se réveille le matin, on voit les mandats dans les réseaux sociaux, les actes de procédure dans les réseaux sociaux, la correspondance entre avocats par moment, de correspondance entre les administrations. Même des éléments de preuve. Même les éléments de preuve est dans la rue. Peut-être qu'on oublie que le réseau social, en réalité, c'est la rue. C'est lui qui publie un document officiel dans le réseau social, sur Facebook, sur Twitter. Il doit comprendre qu'il est en train de brandir un document officiel dans la rue. Donc, c'est qu'il faut comprendre aujourd'hui, à travers l'actuel régime, la République est dans la rue. Nous sommes dans la rue. Et parlons maintenant justice, parce qu'on a dit état de droit. Ça, c'est une justice tapageuse, alors. Tapageuse. Une fois de plus, nous sommes dans la propagande. Pourtant, nous avons déjà quitté la propagande. Aujourd'hui, nous sommes dans la gestion de la République. Parlons état de droit, parce qu'on en parle trop depuis un moment. État de droit. C'est vrai que c'est la politique de l'actuel régime. Mais du point de vue concret, qu'est-ce que l'actuel régime a déjà fait pour que cet état de droit soit effectif? Les conditions sociales de magistrats, est-ce que cela a fait l'objet
d'une amélioration aujourd'hui. Les syndicats de magistrats, je les ai encore suivis, ils continuent à réclamer l'amélioration non seulement de leurs conditions sociales, mais aussi de conditions de travail. Faites un tour dans le greffe des juridictions. Voyez comment est-ce que les documents sont entassés. De cette manière-là, est-ce que la justice pourra être bien rendue, bien administrée? Première question. Ça, c'est au niveau d'abord de conditions sociales et de conditions de travail de magistrats. N'est-ce pas? D'abord, rien que là. Deuxième chose, on se pose encore la question de savoir. On a parlé d'état de droit parce qu'on a vu le procès du directeur du cabinet du chef de l'État. Mais on peut continuer à se poser... C'était les déclics en fait. Hein. On peut continuer à se poser d'autres questions sur d'autres affaires. Notamment sur le conseiller du président, j'ai oublié le nom, qui était à la maison civile, qui a détourné de l'argent, il s'est retrouvé à Makala. Et puis il n'est plus à Makala, il est à Paris. C'est le conseiller Lobo. Je crois, je ne sais pas le nom, j'ai oublié le nom. Il n'est plus à Makala, il n'est plus en détention, il n'est plus à la présidence. Affaire classée. Je ne dis pas qu'il est membre de la famille présidentielle. Affaire classée. Mais pour les autres, comme le disait Carlos tout à l'heure, il y a une célérité injustifiée. On se pose la question de la gestion. Il y a flagrance dans la gestion de la pandémie Covid-19. Tous les fonds alloués, les personnels soignants sont dans la rue, alors qu'ailleurs, les personnels soignants sont acclamés. Ils étaient acclamés, ils étaient soutenus. Ici, chez nous, le personnel soignant... L'inspection générale des finances a déjà fait son rapport. Mais je me pose la question sur la célérité. On a vu la célérité avec laquelle, sans le soutenir, le ministre Tounda Wakassene était amené au parquet après la Cour de cassation. Notamment. Hein. N'est-ce pas? Ministre en fonction. Parce qu'on a dit qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de l'autre bord, l'on constate cet ralentissement. Une justice à double vitesse. Une justice à double vitesse, c'est qui ne favorise pas. Tous nous voulons aujourd'hui que la justice soit réellement indépendante. Tous nous voulons d'un état de droit. Nous voulons d'un état de droit effectif. Pas d'un état de droit fictif. Nous le souhaitons tous, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, en tout cas, le pouvoir public ne nous a pas démontré sa bonne volonté de nous amener vers l'état de droit. Il ne suffit pas de proclamer l'état de droit, encore qu'il faut mettre le moyen, parce que gouverner c'est gérer des probabilités pour créer de nouvelles réalités. Nous espérons que ce gouvernement va gérer ces probabilités pour nous amener dans une nouvelle réalité. Mais on ne constate que de déclarations, de proclamations, mais dans l'effectivité, les magistrats continuent à réclamer l'amélioration de leurs conditions sociales. Les magistrats continuent à réclamer non seulement cette amélioration, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. Allez visiter les tribunaux de paix, parce que nous sommes à Kinshasa. Des fois, les gens s'y limitent ici. Allez à Maïndobe et allez voir le tribunal de paix de Maïndobe et dans quelles conditions ces magistrats travaillent. L'état de droit dont on le parle sur l'ensemble du territoire national. Dans quelles conditions les juridictions siègent dans nos provinces, surtout les provinces nouvellement investies dans le cadre de la décentralisation. C'est catastrophique. C'est dans cet état-là que nous allons avancer vers un état de droit. J'ai dit non. J'ai comme l'impression qu'il nous manque une vision. Il nous manque un leadership. Il nous manque de la rationalité dans la conduite de la chose publique, mais aussi de la coordination et de la cohérence dans la conduite du politique public dans notre pays. Nous naviguons à vue. Pour que nous puissions atteindre réellement ce que le peuple attend, cet état de droit, mais aussi l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Jean-Claude Kitebi, les lignes bougent, hein, bougent sérieusement, surtout au niveau du prétoire. On a toujours dit que la justice élève une nation. La justice telle qu'elle est administrée aujourd'hui en RDC, peut-elle élever la nation congolaise? John, merci beaucoup pour la question. Avant de rencontrer votre préoccupation, je voudrais ici apaiser mon estimé co-débatteur, Maître Rodrigue Ramazani. Rodrigue Ramazani, ça me va sur le peuple. Il n'y a pas de problème. Parce que là, il veut m'attribuer des propos que je n'ai pas tenus. Nous étions en train d'analyser la situation qui provoque actuellement au Mali. Ouais. Et moi, j'ai fait un parallélisme des formes avec ce qui s'est passé dans notre pays en saluant la grandeur d'esprit, je me répète et je m'assume,
la grandeur d'esprit d'un homme d'État en la personne de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, qui a accepté, n'est-ce pas, de céder le pouvoir pacifiquement. C'est ce que j'avais dit, point barre. Si nous voudrions continuer la discussion sur ces sujets, il faudrait peut-être qu'il y ait une émission beaucoup plus élaborée. John, je suis disponible pour échanger avec Rodrigue Ramazani. S'agissant de l'état de droit, John, il faudrait retenir ici que l'état de droit ne doit pas être considéré comme un slogan creux. L'état de droit, c'est vie. J'ai eu le privilège de lire un philosophe américain, né en 1931, du nom de Ronald Dworkin, qui est décédé en 2013, professeur des universités, qui a dit, je cite, « L'empire du droit se définit dans une attitude et non par un territoire et non par un pouvoir ou par des procès. » C'est une attitude d'interprétation et d'autoréflexion qui s'adresse aux politiques dans le sens le plus large. Fin de citation. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'état de droit rime avec la justice. Tout à fait. C'est, par exemple, quand on donne le pouvoir à Carlos Mupili, on ne peut pas se limiter à lui donner le pouvoir, mais on doit mettre à sa disposition les instruments nécessaires pour la mise en place ou l'exécution de ce pouvoir. L'impérium. Voyez-vous, Rodrigue vient d'évoquer le problème de magistrat. Mais le magistrat, l'état de droit a un critérium devant mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. La légalité, l'accès à la justice, la sécurité juridique. Aujourd'hui, les juges congolais, les magistrats congolais, ont-ils quel salaire? Sont-ils protégés? Ce sont des questions qu'on se pose. Donc, j'estime en ce qui me concerne, je ne suis pas de cette école qui doit verser dans une sorte de polémique pour parler en termes de justice tapageuse. Non. Mais seulement, cette justice-là doit être équitable pour tout le monde. Aux plus riches, mais aussi aux plus pauvres. Sans couleur politique. Sans couleur politique. Quelqu'un vient de dénoncer la célérité avec laquelle certains dossiers sont traités par la justice. Ça laisse à désirer. Il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui dans les réseaux sociaux où on montre quelqu'un qui s'identifie dans un parti politique, n'est-ce pas, qui est en train de vilipender, d'injurier la deuxième autorité du pays, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Mais là, il y a un silence total. Voyez-vous? Là, il n'y a pas d'outrage. Hein. Ça, je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. Ou d'injures publiques. Justement. Donc, moi je pense... Le Congo aujourd'hui, contrairement à ce que Carlos a dit, le Congo n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. Lesquelles institutions doivent se reposer sur l'état des droits, sur la justice. Mais les animateurs de cet état des droits, les instruments qui doivent mettre en musique cet état des droits, sont-ils considérés? Sont-ils bien rémunérés? Sont-ils mis dans des conditions qui leur permettent de rendre véritablement cette justice-là? Ou bien, voilà, on se retrouve devant un juge par rapport à un dossier X, parce qu'il s'agit de John Chitende qui a les espèces sonnantes et trébuchantes, et le jugement est rendu en sa faveur. Celui qui avait raison perd la raison parce que c'est un faible qui n'a pas de moyens. Bref, je me dis, nous encourageons le président de la République, chef de l'État, à mettre en place les mécanismes qui peuvent rendre effectif cet état de droit, n'est-ce pas, sans tapage, que personne ne soit pas au-dessus de la loi. Si la loi s'applique de manière équitable à tout le monde, je pense que chacun veillera sur son comportement, veillera sur les actes qui peuvent poser, dont les conséquences peuvent être néfastes sur la vie de la nation. Je me rappelle, et je cite par là, Feu Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, quand il était Premier ministre, il n'a pas fait de tapage.
il a donc fait un communiqué pour demander à tout celui qui détenait un bien public de l'État de le restituer. Mais nous avons vu des véhicules au palais du peuple. Les parkings étaient pleins. Et le parking était plein. Donc je pense qu'une justice qui est bien administrée n'a pas besoin d'être soutenue par des émissions, n'a pas besoin d'être soutenue à travers les organisations non gouvernementales. Donc ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour les exprimer viennent aisément. C'est-à-dire que si quelqu'un a parlé de la vision ici, si la vision du président de la République est encadrée par ce respect de l'état des droits ou de l'état des droits, je pense que les choses iront de mieux en mieux. Au lieu de faire des histoires avec pompe pour satisfaire la consommation de la population, je ne pense pas que nous irons là. C'est un peu du populisme aussi. Hein? Bon, je n'ai pas dit ce que vous avez dit, mais à un moment donné, ça risque de donner l'impression que c'est le populisme. C'est-à-dire des actes qui sont posés, n'est-ce pas, pour la consommation. Pour caresser la population dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Voilà, donc c'est notre pays, nous avons intérêt à les soutenir, nous avons intérêt à soutenir. Et ce n'est qu'à ce prix que la justice va effectivement élever notre nation. Effectivement. Alors, Carlos Mpili, c'est un dernier tour de table. Vous réagissez, mais vous concluez aussi. Ne vous inquiétez pas parce que vous avez 5 minutes pour le faire. Merci beaucoup. Je voulais dire, John, vous savez que je me rappelle toujours à mon professeur. Il est malgache et ancien président de la Cour internationale de la justice, qui me disait que le seul rôle ou la seule fonction que Dieu n'aime pas attribuer, déléguer son pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Les derniers jours, c'est Dieu lui-même qui sera le juge. Et Dieu, comme fils Jésus, il sera avocat. Et les procureurs, ça c'est les diables. Oui, mais votre travail, là, des journalistes, Dieu délègue, Ange Gabriel va annoncer, va communiquer, il délègue les prophètes. Mais le travail de la justice, Dieu est jaloux de ça. Alors, ici il y a un problème pour avoir une justice indépendante dans notre pays. Je crois que la responsabilité est partagée. Commençons d'abord par le magistrat. C'est depuis des années nous nous battons l'amélioration des conditions des magistrats. Mais à la fin de compte, quand je creuse, je dis il y a 2 catégories de travailleurs qu'il ne faut pas défendre au pays. Le magistrat et le professeur d'université. Le professeur d'université, il est partout. Ils sont dans tous les cabinets, depuis la présidence, la primature, au Sénat, tout. Mais ils sont incapables, par une solidarité, de défendre leurs intérêts. Et c'est le jour qu'il sera chassé là, qu'il rentre pour faire la grève. Oh, Apokine est à grève. Imaginez-vous, hein, l'université de Kinshasa est à grève, cela veut dire Eberand Kolongel, il est en grève. Ok? Ilunga Kamba, le premier ministre, est en grève parce qu'il fait partie des professeurs de l'INIKIN. C'est inadmissible. C'est la même chose avec nos magistrats. Vous savez, on ne peut bien vous payer lorsque vous vous faites respecter. Le respect, ça commence d'abord par vous-même. Nous avons vu, nous, on est de la société civile. Quand nous, on a trébuché, on nous avait catégorisé. Société civile pro, société civile pro. On a vu nos jeunes ici de Lucha et de Filimbi qui sont venus avec autre méthode et ils ont été respectés. Ils ont rencontré l'ancien président de la République, Kabila. Ils ont dit non, délégation de 5. Et ils ont dit non, nous on n'a pas de chef. Et ils ont été accueillis par le président de la République au nombre de 50 avec des cinglés, des tricots, parce qu'ils se sont fait respecter. Donc il appartient aux magistrats de se faire respecter. Pour se faire respecter, il faut qu'il commence par une révolution mentale. N'acceptez pas des injonctions du pouvoir exécutif comme du pouvoir législatif. C'est ce qui s'est fait en Europe au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Autre chose, c'est celui qui vient avec la vision, comme disait Ramazan.
le président de la République, s'il veut venir avec la vision, il le fera comme Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ouais. Mouzé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il a fait arrêter Massa Sounendaka, on a compris c'est un allié. Kamer, c'est un allié au même titre que Massa Sounendaka. Mais lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila a fait arrêter Raphaël Genda, son compagnon d'élite, parce que Raphaël Genda, c'est comme Kabouya ou bien depuis le front. Ou bien Kakonde ou qui. Les gens ont dit, ah, ces messieurs, oui. Et même les partisans de l'UDPS, ils ont compris que non, ces messieurs, ils travaillent avec nos méthodes. Alors, qu'est-ce que le GUD de Singapour a fait? Parce qu'au Singapour, si vous êtes condamné pour corruption ou détournement, c'est la peine de mort. Peine de mort, et puis votre fils, votre petit-fils ne travailleront pas dans l'administration publique. Celui-là, il a fait quoi? Pour avoir une justice indépendante. La corruption serait héréditaire. Lorsqu'il prend le pouvoir, il demande à ses collaborateurs, à ses membres de famille, d'intervenir dans des procédures judiciaires. Ils appelaient, ils allaient voir le magistrat, le procureur, le président des tribunaux et des cours. Et ils avaient élaboré une liste. Tous les magistrats qui avaient obéi à la pression, ils étaient mis sur la liste. Les autres qui ont dit non, ils étaient sur la liste. Et le président a fait quoi? Il a pris la liste des gens qui n'ont pas obéi. Il a regardé les hauts magistrats et il a appelé. C'est lui qui lui a raccroché au téléphone. En lui disant, ce n'est pas normal ça, le pays ne va pas avancer comme ça. C'est celui-là qui va le nommer le numéro 1, le patron de la justice de Singapour. Et tous les magistrats qui avaient obtempéré, ils ont été limogés. Et vous savez la sanction, ils ont été décapités, exécutés. Donc, ça c'est lui qui a la vision. Quelle terreur! C'est que le président de la République, dans 3 mois, il peut avoir de bons magistrats. Alors pour terminer, c'est quoi? Oui. Lorsqu'on parle de l'état des droits ou une bonne justice, c'est aussi les droits du justiciable, le droit de la défense. Et je termine pour l'exemple de Rome. Rome qui est une société de la justice. Romantique. D'égalité. Ça a commencé avec Rémus et Romulus, les 2 jumeaux. Et il y avait une barre qu'on ne pouvait pas franchir. Mais un des jumeaux a franchi, Rémus, et son frère l'a laissé condamné à mort. Donc c'est ça l'état des droits. Donc il faut que la justice soit indifférenciée, générale, impersonnelle. Et que tout celui qui fait du mal, par exemple, j'aime la moralisation de la vie politique. Aujourd'hui, le président de la République, avec cette histoire d'outrage, c'est très bon. Mais détournement. Mais j'aime que, à partir d'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les groupes de WhatsApp, tout celui qui partage des messages illicites, caractère injurieux ou diffamatoire, qu'il soit aussi devant la justice et qu'il subisse aussi la rigueur. Vous devez travailler sur ça, hein? C'est de la cybercriminalité. Mais c'est ça. Merci, Carlos. En cas de détournement, dès qu'on commence les détournements, le blanchissement des capitaux, les magistrats, lorsqu'on voit un magistrat avec une grosse jeep et avec une maison, mais c'est l'infraction de blanchiment des capitaux. Parce qu'on connaît les salaires des magistrats congolais. Un magistrat congolais qui a déjà 2 immeubles, il doit être corrompu, incorruptible. Donc tout ça, c'est ça. Donc, ce sont des indices sérieux. De fonctionnement, que ce soit au niveau de la police, que ce soit de la magistrature, merci beaucoup, Carlos. Que ce soit dans l'administration publique, merci. Partout. Antoine, tout ça doit être réagissez et puis vous concluez aussi. Tout d'abord, une petite mise au point à l'intention des maires des co-débatteurs. Parce que lui, il a clamé haut et fort que Joseph Kabila est plus riche que le Congo. Et vous avez même avancé un chiffre de 6 milliards. Le Congo, c'est 6 milliards. Oui. Si lui, il dit que Kabila est plus riche, alors il a de preuves que Kabila, il a une part de 6 milliards. De plus de 6 milliards. Mais alors, s'il ne le fait pas, il peut être poursuivi pour imputation dommageable. Voilà. Surtout avec l'infraction aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire. Parce que ça sent comme la diffamation. Parce que Kabila lui-même récemment
a déclaré, il a été interviewé par Jeune Afrique, avec toutes ces allégations que vous faites là. Il a dit, ils ont cherché partout, ils n'ont rien trouvé. C'est pourquoi ils sont revenus, ils viennent avec des diffamations comme ça. Donc, excusez-moi, là, il faut faire attention, parce que le public nous suit. C'est une ferme. Hein? Le public nous suit, camarades. Bon, pour terminer, John, moi, je crois que aujourd'hui, dans notre pays, on parle du bon climat des affaires, c'est-à-dire la moralisation de la il faut bien préparer les terrains pour les investisseurs américains, français, chinois. C'est une bonne chose. Oui. C'est une bonne chose. Mais John, vous savez, depuis 1960, depuis non-indépendance, les problèmes qui se posent, c'est quoi? La RDC n'a jamais eu le droit de diversifier ses partenaires. C'est la loi de l'économie du marché. Si chaque fois je peux acheter ces micros à 20 $ chez toi, mais je sais qu'ailleurs, si je vous vends, excusez-moi, si je vous vends ces micros à 20 $, toujours à toi, mais ailleurs, je sais que je peux vendre ça à 30 $. Je vais là où je vais gagner plus. C'est la loi de l'économie du marché. Pourquoi, depuis 1960, quand nous voulons diversifier les partenaires, le peuple américain, c'était un grand peuple, un pays ami, un peuple ami et frère au peuple congolais. Le peuple français, belge, c'est la même chose. Mais nous sommes aussi souverains. Nous voulons diversifier nos partenaires. Nous voulons aussi avoir d'autres amis. Personne ne peut nous dire que nous sommes condamnés à toujours échanger avec les mêmes gens. C'est ça le problème qui s'est posé depuis 1960 et la mort de Lumumba et puis le pouvoir de 32 ans de Mobutu au service des intérêts étrangers. Le problème qui se pose aujourd'hui, John, ce sont les nouvelles technologies. Pour mettre fin à ces histoires des commissions juteuses, nous avons beaucoup d'expertise ici au Congo. Nous avons besoin seulement mettre fin, des nouvelles technologies. On a besoin de la justice, une justice forte pour mettre fin à toutes ces manœuvres. La justice viendra quand nous pouvons contrôler nos propres ressources. C'est-à-dire, nous avons les nouvelles technologies. Si nous avons vraiment les vrais partenaires qui aiment le Congo, s'ils aiment vraiment le Congo, ils peuvent partager les nouvelles technologies avec nous. Comme ça, nous serons à mesure de creuser nos propres minéraux. Et pourquoi pas transformer nos ressources ici sur place pour créer des emplois et des marchés au profit de notre peuple. Et même les problèmes à l'Est, qu'est-ce que le Rwanda a? Des bananes, la viande de vache, nous pouvons acheter ça. Et le Rwanda peut acheter le coltan chez nous. Et c'est gagnant-gagnant. Chacun gagne. Le problème qui se pose chez nous, c'est aussi une justice payée. Vous voyez ici. Si un policier arrête un chauffeur de taxi comme ça, qui a fait le code de la route, il ne le tire à part. Et puis, si lui paye quelque chose, c'est fini. Il ne verra pas la station de la police. Oui. Troisièmement, la justice parapluie. C'est-à-dire, on vous arrête, vous connaissez quelqu'un là. Il y a des coups de fil. Il suffit qu'il fasse un coup de fil à la police et libérer ces messieurs-là. Vous serez libérés. Mais les lignes bougent, hein? Les lignes bougent dans un sens contraire depuis un certain temps. Parce qu'on a vu de grands baobabs être inquiétés par la justice. Oui, mais c'était un seul cas spectaculaire. Comment ça ne suffit pas? Un seul cas. Alors qu'il y a des puissants hommes d'affaires qui sont aussi inquiétés. Mais les leaders eux-mêmes doivent aussi prêcher. Par exemple, je disais tout à l'heure, par exemple, on parle maintenant de 17 millions de dollars que la présidence a bouffé en un mois seulement, alors que c'était le budget prévu pour 3 mois. C'est ça aussi. Il faut aussi parler de ça. Rodrigue Ramazani, votre conclusion, et visiblement vous tenez aux réformes au niveau de l'Enfol.
Oui, réforme du système électoral. Avant d'arriver aux réformes, j'ai senti de l'agitation. Mais je crois que moi, je suis un des jeunes du rassemblement. Nous nous sommes battus pour certaines choses. Et comment certains sont arrivés au pouvoir, on a vu. Et comment ils sont sortis, l'opinion l'a vu aussi. Et autre chose, le Congo, étant qu'État, s'est appauvri. Parce que les personnes qui l'ont dirigé l'ont pillé. C'est un fait et c'est consacré. Parlons réforme. Aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, ou au regard de ce qui s'est passé après 3 cycles électoraux dans notre pays, il s'est dégagé quelque chose d'inquiétant. À chaque cycle électoral, cher John et très chers téléspectateurs, nous constatons des cycles de violence. Le pays est arrêté une année avant les élections, comme le disait d'ailleurs le professeur Moukoko Samba, et le pays s'arrête encore une année après les élections. Donc si nous devons comptabiliser les 3 cycles électoraux, nous avons à peu près, sans donner des précisions de chiffres, d'années, à peu près perdu une affaire de 5 ans en termes de gouvernance. Il est inadmissible aujourd'hui qu'au prochain cycle électoral qui arrive, que nous y allions les yeux bandés, alors que d'entrée des jeux, en plein processus, parce que le processus commence par l'installation du bureau de la CENI, en plein processus, tout est bloqué. Vous avez vu l'entérinement de Ronsard, d'abord la désignation, avec tout ce qui s'est passé au sein de confessions religieuses, alors qu'on se disait que le prêtre ou encore les hommes de l'Église étaient des saints, mais on a constaté quand même au niveau de l'Église, il s'est posé un problème. L'entérinement s'est fait sans être inscrit à l'ordre du jour. Il fallait lire un communiqué, puis c'était l'entérinement. Et la présidente de l'Assemblée nationale transmet les décisions de l'Assemblée nationale au niveau du président de la République. Le président de la République qui, à son tour, renvoie la balle au niveau de l'Assemblée nationale. Bref, nous sommes bloqués. Et à la clôture, pour ajouter, la présidente de l'Assemblée nationale, elle a demandé aux autres composantes d'envoyer le nom de leurs représentants pour entérinement. Donc ça veut dire que nous sommes déjà dans une situation de blocage. Nous sommes encore en 2020, mais déjà le processus est bloqué à ce niveau-là. Nous espérons en tout cas que cela va évoluer, mais il y a une crainte, parce qu'il n'y a pas longtemps, au sein de la majorité, une des forces de la majorité, à l'occurrence l'IDPS, s'est retrouvée dans la rue pour contester. Pour contester ce qui s'est passé. Il n'était pas d'accord sur l'entérinement et consort. Moi, je ne fais pas les débats de Ronsard Malonda. Moi, mon souci ici, c'est que les choses rentrent dans la norme. Et ils sont sortis contre Ronsard Malonda. Donc, nous sommes déjà dans une situation de blocage. Mais il faut voir anticiper. C'est ça aussi, la politique. Anticiper les événements. Est-ce qu'il faut amener tout droit le pays vers un mur pour qu'après, on se rende compte qu'il fallait trouver un consensus? Raison pour laquelle l'Envol, mon parti, soutient l'initiative de 13 personnalités pour trouver un consensus autour de questions liées uniquement sur les réformes électorales. Non, d'abord ici, il faut souligner, parce que j'entends parler de ça, pas question de dialogue pour partager le pouvoir. Pas question de dialogue pour remettre en cause la légitimité des institutions, mais il est quand même important d'utiliser cet aspect abstrait de la politique, où les politiques peuvent se rencontrer, discuter autour de questions qui leur divisent et se mettre d'accord et faire avancer des choses. C'est vrai que le consensus n'a jamais été souvent à 100%, mais le plus important ici, c'est de trouver un large consensus. Un débat à suivre. Un débat à suivre, parce que jusque-là, ça ne fait pas encore l'unanimité. Le 13 personnalités, oui. Ils étaient hier à Kamba, ils sont continués à consulter, et à l'issue de leur consultation, ils vont amener les différentes propositions venant de différents acteurs politiques pour en discuter. Et pour ceux qui veulent de réformes institutionnelles, ils peuvent s'apaiser. Les 13 personnalités rassurent que les réformes qu'ils vont apporter seront des réformes
institutionnelles. Ils ne feront pas les réformes Ça va passer par les parlements. En dehors des institutions établies, les réformes se fera dans le cadre institutionnel. Mais cette fois-ci, à la différence des années précédentes, nous voulons une réforme consensuelle pour éviter des cycles de violence à notre population. Jean-Claude Kitebi, conclusion. Plusieurs fois. Oui, merci John. Je crois que j'aurai le malheur de ne pas bénéficier du même timing que mes co-débatteurs. Non, vous l'aurez. Ok, merci pour cette assurance. Je voudrais tout simplement dire en conclusion que nous avons parlé ici de l'état de droit en République démocratique du Congo. Je voudrais, tout en saluant les analyses faites par les uns et les autres, rappeler au fait que le problème lié à l'état de droit résulte au fait de l'incapacité de notre système juridique, n'est-ce pas, à protéger les droits et à sanctionner les auteurs des violations des textes des lois dans notre pays. Et je rappelle ici que la profession juridique ainsi que la magistrature doivent fonctionner en dehors de toute ingérence politique ou politicienne. C'est-à-dire que les magistrats jouissent de leur liberté dans l'exercice de leur profession, qu'ils soient mis dans les conditions à même de faire leur travail. Je crois que la justice serait rendue de manière tout à fait équitable. Je suivis tout à l'heure la conclusion de mon estimé co-débatteur Ramazani qui parle de réformes. Je crois que le temps imparti va nous faire défaut pour analyser en profondeur cette question. Je souhaite que nous revenions sur ça dans une prochaine émission. Tout à fait. Dans la mesure où je suis d'accord qu'il y a eu des problèmes dans les différents cycles électoraux que le Congo a connus. Et aussi, nous n'aurons jamais des élections parfaites, même dans les pays de grandes démocraties. Aux États-Unis d'Amérique, il y a eu contestation des résultats à un moment donné et on a recouru à un comptage manuel. Je suis d'accord qu'il y ait des réformes, mais dans le cadre des institutions et non dans la rue. Je crois que nous aurons les privilèges de revenir sur ça. Non, mais il a confirmé que ça sera dans les cadres institutionnels. Non, mais non, dans le cadre institutionnel, ce groupe de 12 layers de députés, ils n'ont pas été élus dans la rue. Ok? Leur institution de prédilection, c'est l'Assemblée nationale. Si réforme il y a, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est pour le problème doit être posé. Cette question c'est adopté. Non, malheureusement. Avec Rodrigue, comme ça on aura le temps. Cette question. Le plus important, la République gagne. Je ne savais pas que cette question vous intéressait autant, mais c'est adopté. Nous allons l'aborder au prochain numéro. Une seconde seulement, par rapport à l'élection des députés. Vous savez, s'il y avait vraiment transparence, vous allez vous acheter des voix avec de l'argent, vous devenez honorable. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez commencer à critiquer la corruption du gouvernement. Merci à Rodrigue Ramazani. Dans quel pays vivons-nous? Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti En Vol. Merci beaucoup. Je vous remercie, John. Merci beaucoup à Carlos Mpili, pédagogue de la Nation. Merci, mais les gens s'établent au niveau de la centrale électorale. Ils oublient que c'est lui qui a les stylos rouges. C'est le juge électoral qui est la Cour constitutionnelle. Au prochain numéro, là aussi il faut des réformes. Donc, au niveau de la Cour constitutionnelle... Merci beaucoup à Jean-Claude Kitebi, coordonnateur de la Fondation PKM Pierre Kangou Diambaye. Merci beaucoup. Merci John, tout le plaisir a été pour moi de se retrouver avec les co-débatteurs. À la prochaine émission, je crois que nous ne manquerons pas. Merci beaucoup. Merci à Antoine Roger Lokongo, chargé des communications du PRP, le Parti de la Révolution populaire. Prochainement, je souhaiterais que la répartition du temps soit... Non, c'était bien. Vous allez suivre l'émission, vous verrez que j'étais équilibré et équitable. Suivez ce magazine en rediffusion, c'est samedi 10h30 et le lundi à partir d'1h30. Sinon, retrouvez-moi avec le même plaisir les vendredis prochains à la même heure. Au revoir.